l'histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from altitude. Learn from altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5. Légende de la chute libre, Dean Potter tentait un vol en wingsuit. Climbing, tightrope walking, wingsuit and base jumping. But he jumped for the last time on Saturday. Dean Potter, 43 ans, s'est tué ce samedi avec son cadet, Graham Hunt, 29 ans. His body and that of his climbing partner, Graham Hunt, were found Sunday by a helicopter search team in Yosemite National Park. They were both integral parts of the Yosemite community. We all knew them and it's just a horrible tragedy. En mai 2015, aux États-Unis, la mort de Dean Potter, célèbre grimpeur californien et adepte de base jump, a fait la une de nombreux journaux et déclenché un début de polémique. Il est mort de son art, mort d'une énième chute libre dans ce parc de Yosemite qu'il affectionnait. He viewed it as an art. I mean, yeah, he always did. I mean, it was almost like a spiritual practice for him to be in these beautiful places and to be pushing himself in that way. I understand you said that he shaped the direction of climbing for this generation. How so? Well, he certainly shaped the cutting edge. Authorities say the two attempted a jump in wingsuits from Taft Point, a 2,300-meter high scenic overhang. Le New York Times a ainsi relayé ce débat si récurrent entre prise de risque mesurée et inconscience, voire suicide programmé pour certains. Ainsi, la chronique de Timothy Egan, To Fly and Die, a fait réagir la communauté de l'outdoor et plusieurs éditorialistes ont pris la défense de Dean Potter pour expliquer sa philosophie de vie et son engagement aux limites du possible. Bohème et talentueux, Dean Potter était un touche-à-tout qui pratiquait les sports les plus extrêmes, comme l'escalade en solitaire, le saut en parachute, en wingsuit et la highline. Véritable funambule du vide, il est et restera probablement une source d'inspiration pour de nombreux jeunes Américains en quête de dépassement de soi et de retour vers une nature sauvage. Ce moment vécu intensément lors d'une escalade en solitaire ou dans la pratique du base jump constitue un instant d'éternité qui mobilise toutes les ressources intérieures. Les exploits de Dean Potter avaient conduit le National Geographic à le désigner comme aventurier de l'année en 2009, notamment par son exploit à Lager en Suisse lorsqu'il avait grimpé en solitaire une voie d'escalade difficile avec un parachute sur le dos qu'il pouvait utiliser en cas de chute, ce qui fut le cas. Vous pouvez voir les images sur YouTube, elles sont impressionnantes. L'histoire de l'alpinisme a connu de nombreux exemples de ces héros du vide, de ces conquérants de l'inutile, en quête perpétuelle des limites du risque. Celui que l'on dompte par l'intelligence, la préparation, la maîtrise technique et émotionnelle, et la volonté aussi. Il est parfois difficile d'expliquer le sens de l'alpinisme si l'on ne vient pas sur ce terrain du voyage intérieur. Non, aucun alpiniste n'est suicidaire. Chaque alpiniste essaie de maîtriser son risque, le bon risque, qui permet de franchir les difficultés et de grandir. La montagne permet ce jeu avec les forces de la nature, avec le hasard, ce jeu qui nous révèle à nous-mêmes, sans phare, et permet de vivre des instants intenses avec le goût de la vie au bout des doigts. C'est cette force créatrice qui a poussé Dean Potter à aller plus loin de ses capacités, au péril de sa vie. There are a lot of quotes from Dean about how he would gravitate towards his fears. Like some things terrified him, and falling was one of those things. And then he sort of overcame that by learning how to fly, by learning how to base jump. And I don't know. I mean, I think that's what's so amazing about Dean was that a lot of the things that he did were terrifying for him, but he was also drawn to them in an inexplicable way. And you know, he was able to like overcome that fear. Somebody near you dies, I mean, it definitely causes you to reflect on life a little bit, you know. Au-delà de cet exemple, Blaise Agresti nous dit que nous observons quotidiennement l'immense paradoxe de notre société occidentale qui génère ses propres risques majeurs pour sa survie à long terme et qui, dans le même temps, refuse le risque individuel, assumé, libre et créatif. Au cœur du parc national du Yosemite, la mort de Dean Potter est ainsi devenue un symbole de la liberté de vivre son risque. Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui ? Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass. Bonjour Blaise. Bonjour Jessica. Dans ton livre « Une histoire du secours en montagne » paru chez Glénat, tu dis
L'immense paradoxe de cette reconnaissance médiatique a été de sortir Dean Potter du face-à-face qu'il entretenait avec lui-même, dans cette intimité propice à la réalisation équilibrée de soi. Est-ce que tu peux approfondir ? Non, alors cette phrase, oui, je l'ai écrite parce qu'effectivement, ce qui se joue dans la pratique du solo, dans la pratique de l'engagement extrême, là on parle vraiment des gens qui engagent à bloc, c'est que c'est d'abord cette espèce d'écologie globale de la prise de risque qui fait que tu es en équilibre dans le déséquilibre. Donc un Dean Potter qui va s'engager sur une slackline en solo, qui va pratiquer l'escalade ou sauter en base jump, tant qu'il est dans cet écosystème où il perçoit les risques, il perçoit ses capacités à les surmonter et qu'il est dans un face-à-face avec lui-même, on est dans la réalisation équilibrée de soi, c'est-à-dire qu'il peut prendre son risque parce qu'il va l'engager pour des bonnes raisons. Dès lors qu'on a un regard médiatique, en fait, ça déséquilibre complètement l'écosystème dont je parle, qui est un écosystème extrêmement complexe. On pourra en parler après. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème des risques, de la prise de risque ? Il y a beaucoup de dimensions. Mais dès lors qu'on introduit le regard de l'autre dans cet écosystème, en fait, on ne va pas prendre le risque pour le risque et pour soi. On va le prendre pour un tiers, qui est la caméra, qui est l'œil médiatique, qui est la valorisation externe, la médiatisation. Et ça crée un déséquilibre à l'intérieur de cet écosystème qui est extrêmement précaire en fait, parce que ce qu'on est en train de décrire, c'est quand même la prise de risque ultime. Ça se joue le risque de la mort. C'est le risque de la mort, ça se joue sur le fil de la crête, sur le fil de la slackline, sur le fil du rasoir. Et comme c'est le moindre petit déséquilibre dans cet écosystème va faire augmenter une des dimensions, on se met en danger. Et quand on observe l'impact médiatique, alors là je peux parler très clairement de ce qui se passe aujourd'hui en Himalaya, autour de l'accélération, autour des records pour faire les 14 sommets du 8000 dans un temps extrêmement rapide, etc. On est dans une arène. Là c'est Netflix qui suit Nirmal Purja sur les 14-8000 en moins de 7 mois, 6 mois et quelques de réalisation. C'est ce film Les 14-8000 qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. C'est aussi ce film The Alpinist avec Marc-André Leclerc, donc ce jeune homme brillantissime qui est un grimpeur en cascade de glace qui expose en solo sur des ascensions de plus de 800 mètres, qui va aussi gravir en Patagonie une montagne extrêmement délicate et qui va mourir en Alaska, qui est à la fois hyper jeune et qui est un objet médiatique, une espèce de comète qui va en 2 ans faire la réputation, enfin faire le tour du monde et qui va mourir très rapidement et dans une prise de risque qui est absolument maximale. Enfin, il faut juste voir les images. Donc on est dans ces créations d'objets presque médiatiques qui sont des individus vivants pour le coup, mais qui souvent finissent pas très bien. Qu'est-ce qui fait que un skieur extrême s'engage dans une pente ? Si tu es dans la réalisation équilibrée de toi, tu y vas parce que tu as envie de te mettre à l'épreuve de toi-même. Et voilà, si tu t'engages dans la pente parce que tu as un drone au-dessus de toi qui va lui-même ramener des images que tu vas poster sur Facebook le soir ou sur Instagram, tu es déjà dans un rapport déséquilibré. Donc, t'as des gens c'est une histoire d'ego aussi, non ? C'est avant tout une histoire d'ego, bien sûr, de se montrer à l'autre. Alors on va me rétorquer que les grands exploits se sont toujours faits avec l'œil d'un tiers qui est l'image, qui est la médiatisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exploits qui ont été faits comme ça, mais on se rend compte quand même que on a je pense à des gens comme Bonatti par exemple, il a toujours refusé cette place de l'image. Walter Bonatti a toujours refusé à être filmé en direct quand il faisait le pilier Bonatti au Dru, quand il faisait au Grand Capucin, etc. Il a toujours été dans une forme d'intimité et il était face à lui-même. Et finalement, c'est le risque qu'on prend pour soi, pour se prouver quelque chose à soi-même et non pas pour prouver quelque chose aux autres. Et ça, je pense que c'est déjà un point important. C'est-à-dire, moi, je respecte des gens qui auraient envie de se prouver à eux-mêmes, qui sont capables de faire quelque chose d'extrêmement ambitieux. Pourquoi pas ? Ils ont le droit, ils ont cette liberté, c'est important qu'ils aient cette liberté. Dès lors qu'on est dans ce déséquilibre, c'est plus complexe d'être dans l'intériorité et la vérité de soi. Et quel est le sens en fait de cette prise de risque dans les deux cas en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête des alpinistes qui décident de prendre un risque qui engage leur vie ? Comment on peut comprendre ça
Alors, je suis pas un psychologue, je suis pas un expert de la question du risque, et puis je vais regarder ça avec mon regard à moi, mais il y a une forme d'intensité de vie. Dans ces moments-là, on vit pleinement. Quand on grimpe, quand on arrive sur un sommet, ça déclenche aussi des satisfactions profondes, hein, une adrénaline. Enfin, on a l'endomorphine, on a tout un tas de molécules qui se précipitent dans notre cerveau pour nous dire que c'était quand même sympa comme expérience. Donc, il y a une dimension chimique à la jouissance, au plaisir. Donc, ça, c'est quand même un moteur. À se faire peur aussi un petit peu. Donc, on est dans une quête d'une émotion supérieure, en fait. Hein. Quand tous les gens qui font du base jump racontent leur saut, ils disent, voilà, ils ont kiffé la dimension absolue de cette impression de vivre en un instant toutes les émotions de la Terre, quelque part. Et donc, c'est une forme de jouissance absolue de la vie. Donc ça, c'est le moteur le plus profond, je pense, qui fait que les gens prennent des risques, dans ces activités en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de prendre ces risques-là ? Ça, c'est vraiment, moi, ça me semble plutôt ça la question. On a besoin de prendre ces risques-là parce qu'on est dans des vies, aujourd'hui, qui sont ternes. Finir devant son ordi toute sa vie, à faire des tableaux Excel, ou être sur une chaîne de production, dans une normalité d'existence, dans une vie urbaine qui est cadenassée, avec une inflation à 10%, avec tout un tas de stress structurel, on a juste envie de faire sauter tout ça et puis aller s'éclater et prendre de l'air dans la montagne et prendre des risques aussi au passage, ça fait du bien. Et plus la société va se normer, plus la société va nous étouffer, plus les gens auront besoin de ces grandes respirations avec cette petite part de risque qui est le sel de l'expérience. Justement, dans notre société très normée, qui légifère sur la montagne, sur la pratique de la montagne, est-ce qu'on a encore le droit de prendre des risques ? Alors c'est vrai que si on écoute un peu, en tout cas ces derniers mois, les discours autour de la régulation du Mont Blanc, sur un certain nombre de thématiques d'accès à la montagne, il y a le débat. Mais il a toujours eu lieu ce débat en fait. Hein. On a l'impression que c'est une actualité brûlante, mais si vous êtes aux États-Unis, il y a beaucoup de régulations. Vous voulez aller grimper Half Dome dans le Yosemite, dans le parc national, il y a 400 places chaque jour, et vous devez prendre votre ticket pour aller là-haut. Et si vous n'avez pas la place, vous n'y allez pas. Donc il n'y a pas de liberté d'accès. Donc la liberté d'accès au Mont Blanc, elle est un peu affaiblie, bien sûr, parce que c'est compliqué de réguler 30 000 personnes qui veulent aller chaque année au sommet du Mont Blanc. Donc il y a de la régulation, c'est sûr. Donc on est dans un moment où cette liberté, elle est disputée. Mais on est presque 9 milliards d'habitants. Il va y avoir des zones qui seront impraticables demain dans plein de lieux. Donc il va falloir partager des lieux qui sont sympathiques, où il fait frais, où il y a de la montagne, où il y a des glaciers qui vont disparaître de plus en plus vite. Donc comment on va rendre accessible à plus de monde un espace qui se réduit ? C'est tout simple. Donc forcément qu'on rentre dans un moment de liberté partagée, et on a du mal à accepter ça. Ah oui, moi le premier d'ailleurs, au fond de moi, je me dis, mais j'ai pas envie de passer des heures à réserver mes refuges pour faire mon Mont Blanc avec mes clients, etc. Donc on n'a pas envie de ça. On n'a pas le choix. Et dans le monde professionnel, c'est quoi prendre des risques ? Alors prendre des risques, c'est toujours indexé sur un grand sujet, d'ailleurs qui est lui-même discutable dans le monde d'aujourd'hui, mais enfin en tout cas qui est le moteur de l'idée de progrès, c'est l'innovation. C'est qu'il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de prise de risque. Une organisation qui ne prend pas de risque dans le développement d'une nouvelle initiative, d'un nouveau projet, c'est ça la prise de risque pour une organisation, une entreprise, est condamnée à répéter ce qu'elle produit, la même voiture depuis un siècle et demi, et la même machine à vapeur, donc on serait la machine à vapeur aujourd'hui s'il n'y avait pas l'innovation, et donc la prise de risque à tester des nouvelles choses. Donc c'est un moteur extrêmement puissant de l'humanité depuis toujours, à part que là on nous dit, le progrès, c'est quoi ? Est-ce que c'est pas plus de frugalité, de simplicité ? Est-ce qu'il va falloir toujours innover, avoir l'iPhone 13, 14, 15, 18, 20, avec toujours plus d'innovation ? Alors ça, c'est une pensée politique qui dit qu'il faut continuer à innover pour trouver des solutions à la complexité du monde. Et puis, il y en a d'autres qui disent simplifions, rendons plus frugal, réduisons le rythme d'innovation, prenons moins de risques quelque part dans le développement des produits. Donc, on va rentrer dans un temps de confrontation autour de ces idées de l'innovation et du progrès, et derrière donc du niveau de risque qu'on veut prendre pour atteindre ces niveaux d'innovation, etc. Est-ce qu'on innove dans le nucléaire ? Est-ce qu'on innove dans
des énergies nouvelles, l'hydrogène, je ne sais quoi. Voilà, donc avec toujours des conséquences en fait, parce que ces prises de risques industrielles, si on regarde ce qui se passe depuis la révolution industrielle, ont quand même eu des sacrées conséquences, parce que la prise de risque à l'innovation sur le pétrole, les nouvelles énergies, voilà, on commence à se dire qu'au début c'était de l'innovation, elle devient un objet médiatique de communication, est-ce qu'elle nous emmène pas à prendre des risques supérieurs en réalité ? On parle de ceux qui veulent aller sur la Lune, de Tesla, etc. En fait, on pense que c'est la solution de voir tous des bagnoles électriques, c'est peut-être la plus grosse connerie qu'on est en train de faire, par exemple. Et aujourd'hui on se dit, on va le payer cher quand même, ce truc-là, parce qu'on n'avait pas vu le risque. On peut penser à Tesla, qui nous dit que voilà, il y a des super voitures électriques, c'est génial, donc on passe, toute l'industrie automobile en ce moment est en train de passer à l'électrique. C'est peut-être la plus grande erreur industrielle qu'on est en train de voir sous nos yeux, parce que demain il va falloir avoir des réseaux électriques partout, des productions d'électrique majeures, parce qu'on va pas renoncer à notre mobilité, mais on voit qu'avec la guerre en Ukraine, l'accès à l'électricité et l'énergie est menacé. Donc au même moment où on a un signal qui nous dit l'électricité, l'énergie va être rare, on est en train de basculer toute l'industrie automobile pour en faire des véhicules électriques qui vont devoir se recharger. Tout ça parce qu'à un moment donné, on a eu un dirigeant qui a posé une innovation avec quelques risques induits qui ont été masqués par une hyper-médiatisation, par l'aspect séducteur de l'innovation, et on est tous là à suivre comme des moutons. Donc on voit bien que ces sujets-là, cette balance des risques entre le risque de court terme, qui est de dire on va résoudre un problème parce qu'on est une bagnole électrique, va générer des risques de long terme qui sont bien plus critiques potentiellement que ce qu'on veut croire aujourd'hui. Donc c'est complexe. C'est une affaire complexe, cette histoire des risques, mais en tout cas c'est ce qui guide le développement de l'humanité. On a fait beaucoup d'erreurs. Donc voilà, la discussion autour de la prise de risque, c'est très complexe parce qu'il y a le risque immédiat qui est de dire je crée quelque chose de nouveau qui va générer tel risque. Puis il y a le risque que je ne vois pas, parce que je n'ai pas la compréhension du global, du système dans sa globalité. Et je pense que j'innove, je prends une initiative pour revenir sur cette idée-là, et en fait, j'embarque tout le monde dans une grande erreur. Et c'est donc le niveau de consensus qu'on va être capable de générer autour des solutions qu'on va devoir développer demain, qui est la seule solution à la question du risque. C'est quel est le niveau de risque commun qu'on souhaite prendre ensemble, plus que le risque individuel névrosé de l'alpiniste, qui est très perso en fait, finalement ça concerne que lui, mais quand on parle de risque autour des énergies, autour du vivre ensemble, etc., de la géopolitique, forcément la question qui se pose, c'est quel est le risque moyen que j'accepte de prendre ensemble. En société. Merci Blaise. Merci. Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois, mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir l'ouvrage illustré Une histoire du secours en montagne, imprimé aux éditions Glénat.